Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Yaël Pachet et Gilles Rosier, pour cet entretien croisé autour de vos deux livres parus à la rentrée. Deux livres qui ont pas mal de points communs, notamment la question de la mémoire, des origines, des appartenances et également de la transmission. Alors quelques mots pour vous présenter. Yaël Pachet, vous êtes l'auteur de plusieurs livres parus aux éditions Verticales, aux éditions Argol également, et ce dernier roman paru chez Fayard au mois d'août, Le peuple de mon père, est un roman sur votre père, l'écrivain, critique et enseignant Pierre Pachet, disparu en 2016. Alors, ce livre est à la fois un récit fragmentaire de sa vie, une sorte de journal de deuil, un récit également de la très belle relation qui vous unissait, et puis une espèce de cartographie familiale, hein, puisque vous parlez notamment des parents de Pierre Pachet, Simca, son père, juif d'Odessa, arrivé en France avant la Première Guerre mondiale, et Ginda, votre grand-mère, originaire de Lituanie. Votre mère, Swazik, disparue en 1999, est également présente dans ce livre, dont le thème important, l'un des thèmes importants est la transmission, et notamment la transmission de l'écriture, puisque l'un des très beaux cadeau que vous a fait votre père, c'est ce désir d'écrire précisément. Gilles Rosier, vous êtes écrivain, traducteur du yiddish, de l'hébreu et de l'anglais également. Vous êtes l'auteur de 6 romans, parmi lesquels Un amour sans résistance, La promesse d'Oslo et D'un pays sans amour. Vous avez longtemps dirigé la maison de la culture yiddish, et vous avez fondé en 2014 les éditions de l'Antilope avec Anne-Sophie Dreyfus, et c'est précisément à l'Antilope que vous publiez Mikado d'enfance. Alors, ce roman est également autobiographique, hein, je crois qu'on peut le dire. Le point de départ, c'est un email que vous recevez d'un certain Jacques, qui vous parle d'un événement qui a eu lieu dans votre adolescence. Vous aviez 12 ans, vous étiez en 5e, je crois. Et vous avez été exclu du collège pour avoir, non pas écrit vous-même, mais participé à l'envoi d'une lettre antisémite rédigée par 2 de vos camarades à destination d'un professeur d'anglais qui s'appelait Monsieur Guez. Alors, à partir de là, les choses se compliquent. Hein. Que reste-t-il dans votre mémoire de cette affaire ? Est-ce que vous connaissiez le contenu de cette lettre au moment de son envoi ? En réalité, vous aviez simplement aidé à trouver l'adresse dans l'annuaire de ce professeur. Mais en tout cas, la remémoration de cet épisode, que vous décrivez au fond comme une boîte de Pandore, va déclencher une réflexion très profonde qui mêle les conflits familiaux, les conflits politiques, puisque le climat politique de cette époque, 1975, est extrêmement important dans le livre. Voilà, on va essayer de parler de tout ça très simplement pour l'un et l'autre. Quel a été le point de départ de l'écriture, Yaël Pachet? Pourquoi écrire aujourd'hui sur votre père et plus largement sur cette histoire familiale? Je crois que ça a commencé le soir de sa mort. La question s'est posée de rédiger un faire-part pour le monde. Et donc nous étions tous réunis dans son appartement, un petit peu allumé, je dirais. Et un grand écrivain qui était présent a dit que ce serait très beau dans le monde de faire une annonce qui dirait simplement « Pierre Pachet est mort ». Et donc, débat, atelier d'écriture sur cette phrase. Quelqu'un a dit assez judicieusement qu'il fallait peut-être préciser qui était Pierre Pachet. Je crois que c'est là que ça a commencé le problème. Je vois ça comme un problème, mais ça n'en est pas tout à fait un. Mais c'était que pour nous, c'était familier. Familial en ce qui me concerne, familier pour les amis. On le connaissait et on n'avait pas envie, effectivement, comme il le suggérait, d'expliquer qui il était parce qu'on le savait. Et ce savoir personnalisé, personnel, partagé entre nous, est-ce qu'on était prêt à
à ouvrir ça aux autres. Bon, ça a peut-être démarré là, la question d'écrire, parce que la question d'écrire est aussi de dévoiler, de partager. On parle de partage comme si c'était un truc évident qu'on voulait faire, mais on n'a pas toujours envie de partager en réalité, en tout cas en ce qui me concerne. Gilles Rosier, le point de départ, est-ce que c'était précisément cet email que j'ai évoqué précédemment? Alors, oui, mais je dirais davantage, suite à cet email, ce que je raconte dans le livre d'ailleurs, je suis rentré en contact avec un des deux garçons qui avait écrit cette lettre, et à un moment donné, il m'écrit si tu racontes un jour cette histoire dans un de tes romans, je ne te ferai pas de procès. Et je crois que c'est ça qui a été le vrai point de départ. Et à part ça, à un moment donné, je me demandais on cherche toujours ce qu'on peut écrire, et je m'en suis ouvert auprès d'une personne qui est mon ancienne éditrice chez De Noël, et qui m'a dit, toi, t'écris toujours des livres complexes, donc je cherche une histoire complexe. Et celle-là qui venait de me revenir en mémoire 2 ans auparavant, eh bien, elle était très complexe, et je me suis dit, ça va pas être de la tarte de soulever toutes les petites aiguilles du Mikado, quoi. Donc finalement, c'était un sujet qui m'intéressa de découdre, mais contrairement à Yael, en tout cas d'après ce que j'ai compris en lisant son livre et en l'entendant ce soir, Yael avait l'intention d'essayer de faire passer quelque chose de ce qu'était son père. Moi, c'était beaucoup plus narcissique, en fait. C'était plutôt une introspection et de dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Même si, au passage, je dévoile pas mal de choses sur une ambiance familiale, sur des parents, sur une mère notamment. Voilà. J'aimerais qu'on entende un extrait de chacun de vos textes, peut-être pour commencer. Alors, Yael Pachet, le peuple de mon père, on avait choisi un passage, on a choisi des passages plutôt au début des livres. Alors, depuis le bureau où je couchais lorsque je venais le voir à Paris, j'écoutais ses pas dans le couloir de l'appartement. Les semelles de ses mules en cuir frottaient le parquet en accent louré, comme les balais qui caressent la caisse claire dans un standard de jazz. J'écoutais ce solo de batterie, je connaissais par cœur la partition de ses pas, la courte accélération du tempo, le crescendo qui précédait le silence au moment où il arrivait au bout du couloir à la salle de bain. Au bout de ce point d'orgue mutique, un petit clic déclenchait le long bourdon du néon. Le néon cherchait d'abord sa note, puis la tenait. La porte s'ouvrait, la petite musique des pas reprenait. Il était dans la salle de bain. Lorsqu'il en sortait, c'était la même musique, mais à l'envers. Petit clic de l'interrupteur en porcelaine, les pieds cherchaient à s'introduire dans les mules, mais n'y réussissaient qu'à moitié. Et la course reprenait vers la cuisine, couloir patiné dans l'autre sens, mules miraculeusement solidaires du bout des pieds, alors qu'elles auraient pu s'envoler et dépenser d'un coup toute l'énergie cinétique qu'elles avaient accumulée en se frottant sur le plancher. Au bout du couloir, elle se précipitait à la porte d'entrée pour appuyer sur le bouton de l'interphone, dont la note synthétique, sforzando, clouait le bec à cette rhapsodie de frotti-frotta des mules sur le plancher. Il ouvrait alors la grande porte, en tirant sur le tirage du verrou, le coffre de la serrure amplifiait le passage du pêne, si un tour de clé était nécessaire. La porte sonnait comme dans une cathédrale, fin d'une toccata en point d'exclamation, mais il passait déjà sa tête sur le seuil, invitant celui ou celle qui montait l'escalier à le rejoindre au premier étage et à le suivre dans la cuisine. Arrivé à destination, entraîné à la discussion qui avait peut-être commencé mentalement dans la rue plutôt, délivrant enfin les mots, les logiques et les inquiétudes qui s'étaient bousculées pêle-mêle dans son cerveau alors qu'il ou elle prenait le métro, le visiteur ou la visiteuse s'asseyait tout en parlant contre la fenêtre sur la planche bleue entre paquets de lessive et chiffons pendus au bouton de la poignée.
La place était mal commode, à cette hauteur trop basse, et les jambes de l'hôte gênaient l'accès au placard sous l'évier où se trouvait la poubelle, elle-même source de gêne puisqu'on ne savait jamais, quand on s'avisait d'y jeter des détritus, où en poser le couvercle. Le visiteur, s'il n'en était pas à sa première visite, craignant les difficultés, préférait s'asseoir sur l'unique chaise, coincée entre le buffet et la table. Il ou elle prenait le risque alors de se retrouver enseveli sous les draps encore mouillés qui pendaient depuis l'étendoir fixé au plafond et dont la manipulation faisait appel à un système de ficelles et de poulies maintenu par un crochet fixé au mur juste derrière la chaise et qui n'était accessible qu'au prix d'une nouvelle contorsion. Merci. Alors, j'avoue que je n'y avais pas pensé en choisissant ce passage, mais là, c'est évident que la dimension musicale de votre écriture et l'attention aux sonorités est absolument évidente. Alors, je n'ai pas dit dans la présentation que vous êtes choriste dans un chœur d'opéra, c'est votre métier. Et là, on entend vraiment cette dimension sonore et musicale dans l'écriture. Oui, je suis une vieille râleuse, donc je ne supporte pas quand on parle de musicalité en littérature, parce que comme je fais de la musique, j'aime bien différencier les choses et donc les transferts de compétences. Mais en réalité, il y a en tout cas du sonore voilà, dans les mots. On peut pas non plus dire qu'il n'y a pas de musique en littérature. Mais en tout cas, l'attention portée au son du quotidien, là, précisément, dans ce passage. Oui, c'est plutôt ça. C'est qu'est-ce qui fait que... Mais parce que j'ai déjà travaillé sur l'écoute des sons. J'avais passé toute une année à lire Conrad, à prendre des notes qui sont, je ne sais où, que j'ai jamais exploitées, en fait, sur... l'écoute des sons chez Conrad, enfin, c'est ce genre de choses qui m'intéressent. Donc, oui, je suis sensible à ça. C'était une petite chose en passant comme ça, mais un peu à côté du sujet. Vous avez votre exemplaire, donc Gilles Rosier. Il a suffi d'un message électronique pour que la porte de l'armoire au diable cède, que son contenu dégringole. Avalanche de souvenirs confus. Le ciel m'est tombé sur la tête une nouvelle fois, moi qui avais tout fait pour consolider ce firmament, pour m'assurer que son bleu le jour et sa noirceur étoilée la nuit s'équilibrent et cessent de menacer mon âme. Ce message provenait d'une connaissance parisienne, un intervenant au colloque de l'UNESCO sur le yiddish dont j'avais été le coordinateur. « Cher Gilles, je viens d'apprendre qu'en 1975, vous avez dû quitter votre collège pour une affaire d'antisémitisme concernant un vieux juif, un certain monsieur Guèze. Quelle surprise ! Jacques. » La boîte de Pandore s'ouvrait. Ce Jacques me connaissait en tant que spécialiste de yiddish et d'hébreu, et il découvrait que mon itinéraire avait commencé à l'âge de 12 ans dans une sombre histoire d'antisémitisme. Il avait dévoilé ma faute originelle, la pomme acide que j'avais croquée au jardin d'Éden des Matons. Près de 40 ans s'était passé entre l'événement des Matons et ce colloque à l'UNESCO. J'avais cheminé dans la vie, presque toujours avec la sensation que je n'étais pas maître de mon destin, comme si j'avais pris place à l'avant d'une locomotive et qu'à l'approche d'un aiguillage, j'ignorais si la machine emprunterait les rails de droite ou ceux de gauche. Et le chemin de fer n'avait cessé de proposer de nouveaux aiguillages, de sorte que 40 ans plus tard, j'étais incapable de reconstituer le trajet, la suite de hasards, de rencontres, de fuites, d'injonctions, de tentatives d'échappement et de décisions qui m'avaient amené à vouer ma vie au yiddish, à l'hébreu, aux langues juives. Était-ce vraiment l'événement qui avait tout déclenché, comme le coup de sifflet d'un chef de gare, me lançant dans cette course folle, cette vie étourdie? Au terme d'innombrables réaiguillages, un autre chef de gare, Jacques, donnait un nouveau coup de sifflet, comme pour stopper la machine lancée à pleine vitesse, à moins que ce fût un animal se tenant en travers de la voie ferrée, une vache, une biche, me forçant à appuyer brutalement sur le frein et me disant « Que s'est-il donc passé pendant ce trajet ?» Cette histoire, vous l'aviez
non pas oublié, mais vous l'aviez en tout cas occulté. Je l'avais mis dans un coin de ma mémoire et je n'en avais parlé à quasi personne. C'est-à-dire que j'ai quitté la région grenobloise où tout ça s'est passé à la fin de la première. Et j'ai perdu contact avec tous mes amis de l'époque, de sorte que les seuls qui pouvaient encore en avoir une mémoire étaient mes parents et mon frère. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis, c'est quelque chose que je n'ai pas raconté, ou en une phrase. Comme si ça avait été quelque chose qui ne m'avait pas constitué, en fait. Or c'était comme une arête de poisson coincée dans la gorge. Yael Pachet, votre père a publié en 1987, je crois, un livre qui s'intitulait Autobiographie de mon père, donc sur son propre père. Est-ce que, au fond, c'est la même démarche que vous avez faite avec ce livre-là? Non, je pense pas. Il l'a fait. Pour des raisons finalement assez obscures, même si j'y ai beaucoup réfléchi, mais il s'est sûrement constitué comme écrivain par ce livre, mais non, je n'ai pas été dans la même problématique que lui. Il a donné voix à son père, pris la voix de son père, enfin quelque chose d'un petit peu trouble là-dedans, qui mériterait d'être raconté de façon plus précise. Ça lui a donné une voix d'écrivain. Bizarrement, la voix de son père a été sa voix d'auteur. Est-ce que c'est le cas pour moi? Non, ne serait-ce que parce que son père ne lui parlait pas comme lui m'a parlé. Il a parlé beaucoup, oui. Moi, j'ai été la voix de mon père a existé, elle a résonné en moi. Mon père a été, lui, un enfant devant un père plus mutique, plus silencieux, qui parlait de temps en temps, qui était extrêmement drôle. Donc c'est impressionnant aussi, quelqu'un qui parle peu et qui est très drôle. Il me semblait, j'avais lu une biographie de Beckett. Beckett avait une mère qui parlait peu, mais quand elle parlait, elle était hilarante. Et le résultat, elle était très sévère, comme ça. Donc ça met la pression, quoi, sur ce que c'est que la parole. Mais moi, j'ai pas eu la même expérience que lui. Alors, il y a une histoire un peu mythique au sein de la famille. Votre père était un enfant qui s'ennuyait beaucoup, et un jour, son père lui dit tu dois avoir une vie intérieure et tu cesseras de t'ennuyer. Et au fond, ça a déclenché quelque chose, son envie d'écrire, peut-être. Enfin. Oui, si on y réfléchit, avoir une vie intérieure n'a jamais empêché quelqu'un de s'ennuyer, parce que l'ennui, c'est quelque chose de complexe, c'est une sorte de passion de vivre. L'ennui est une forme de passion que je n'ai pas forcément moi. C'est-à-dire, moi, je ne me suis jamais beaucoup ennuyée. Je sais que mon frère s'ennuie énormément. Je sais que certaines personnes s'ennuient de façon passionnelle. Moi, j'ai d'autres problèmes, mais j'ai d'autres passions aussi, peut-être. Comment vous vouliez continuer? Non, je suis perdue déjà, donc reprenez. Comment avez-vous travaillé l'un et l'autre ce matériau mouvant de la mémoire? Enfin, Gilles Rosier, vous dites que le magma de la mémoire est une substance mouvante et que, comme un océan finit par déposer sur la rive un corps englouti, ma mémoire se décide à régurgiter. Enfin, comment l'un et l'autre vous avez travaillé votre mémoire, mais aussi la mémoire familiale? Alors déjà, si c'est écrit roman sur la couverture, c'est que dès le départ, j'ai résolument pris des libertés avec ce qui s'était passé. Et je me suis dit, de toute façon, ma mémoire n'a pas tout enregistré, donc on ne va pas commencer à essayer de recouper. D'ailleurs, depuis que le livre est paru, il y a des gens qui me disent c'était pas en 74, c'était pas en 75, Holocauste n'a pas été diffusé à la télévision en 78, mais en 79. Enfin bon, j'ai fait des vérifications, mais j'ai pas fait un travail d'archiviste, disons. Et la reconstitution, c'est vraiment, oui, tel que
Bon, l'écriture d'un livre, c'est un processus complexe. Hein. D'abord, il ne faut pas penser que le résultat final, on l'a tout de suite sous la plume. C'est une succession de réélaborations. Et puis, plus on réélabore, plus on s'écarte de ce qu'on voulait faire au départ. Oui, bon, se reconstituer... je crois que j'en avais plus ou moins... bon, la problématique principale que je me pose dans ce livre, c'est de savoir si je savais ou si je ne savais pas ce qu'il y avait dans cette lettre. Et je ne donne pas la réponse, d'ailleurs. Donc, et en même temps, c'est la clé qui permettrait de comprendre, peut-être aussi, mais résolument, je n'en donne pas la réponse. Et puis l'autre question qui se pose, c'est aussi, telle que ça, c'est, enfin la question qui est posée dans l'article, dans l'extrait qui a été lu, est-ce qu'il y a un lien entre cet événement traumatisant pour moi et la suite de ma carrière? J'en donne pas vraiment la réponse non plus. Sur la question de la mémoire, de votre mémoire, et puis cette envie d'aller plus loin, en fait, hein, de reconstituer l'histoire de vos grands-parents. Enfin, c'est pas venu tout de suite. J'étais d'abord sidérée par l'absence. Quand j'étais jeune, je buvais des bières qui s'appelaient la mort subite. Donc c'était la mort subite de mon père. Donc ça m'a fait un effet plutôt de sidération, de ravissement dans un sens négatif, c'est-à-dire quelque chose n'était pas tout à fait normal. Donc ça m'a pas donné ça n'a pas déclenché de la mémoire. Même de la nostalgie, où j'étais dans un état, à mon avis, plus psychologiquement plus. Oui, j'étais pas je ne pensais pas au passé. J'étais sidérée de l'étrangeté du présent. Et pour déjà sortir de ça, j'ai essayé d'écrire ce livre pour comprendre ce qui se passait dans le présent déjà. Et effectivement, bon, quand on se pose des questions sur ce qui se passe dans le présent, et à un moment donné, on est amené à se poser des questions sur ce qui s'est passé avant. Vous savez qu'en musique, moi je suis chanteuse, quand je suis pianiste aussi, je fais travailler des chanteurs, et souvent quand il y a une note qui sort mal, enfin, un moment où le chanteur n'arrive pas à faire une note, ça peut être un aigu, mais pas forcément. On travaille ça en allant à la note précédente. C'est le pied d'appel qui, en général, si on l'appréhende mieux, va régler le problème. Donc c'est un peu ça le passé. C'est on revient en arrière pour comprendre. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas du tout la même histoire que Gilles. Mais c'était pour comprendre l'étrangeté de ce présent sans mon père. Je ne comprenais pas où il était, en fait. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas où il est. Et moi, je ne comprends... C'est un peu comme si le quinquagénaire ne comprenait pas où était l'adolescent, enfin le préadolescent. Et donc, il part à la recherche en essayant d'aller réparer quelque chose. Alors, le premier chapitre de votre livre pose une sorte de contexte à la fois familial, mais aussi politique de cette époque. Alors, donc, on est en 1975. Vous êtes le fils du patron de l'usine. On est dans un contexte de tension sociale. Et puis à la maison, alors il faut préciser que vous êtes le fils d'un père chrétien, catholique, et d'une mère juive, mais personne ne vous dit rien. C'est-à-dire que cette histoire-là de votre mère, qui est elle-même fille de déportés, vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire que je la connais autant qu'elle la connaît elle, c'est-à-dire qu'elle la connaît peu aussi. Parce qu'elle avait 8 ans quand... Oui, voilà, c'est ça. Ma mère n'a pas essayé de dissimuler quelque chose. Mais c'est plutôt que, en fait, mes deux parents, ma mère n'avait pas... c'est même pas une question d'envie. Il lui a pas traversé l'esprit que ses enfants puissent être juifs. C'est-à-dire pour elle, c'était un truc tellement
tellement douloureux qu'elle ne voulait pas le transmettre à ses enfants. Et mon père, qui avait beaucoup souffert du catholicisme aussi dans son enfance, n'avait pas du tout envie que ses enfants soient catholiques. Donc en fait, on était élevés au croisement de deux non-envies, je dirais, avec d'autres valeurs, bien entendu. Mais en tout cas, ces valeurs dont ils auraient pu hériter dans leur famille, il y avait un refus de nous les transmettre. Mais c'est aussi une époque pendant laquelle on ne parlait pas encore. Ah oui, alors les années 70, voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent mais comment est-ce possible qu'un enfant de 12 ans n'ait pas su ce que voulait dire le mot Troisième Reich, par exemple. Mais les années 70, en classe de 5e, je précise, pas en classe de seconde ou de première, souvent en classe de seconde ou de première, on nous a fait visionner Nuit et brouillard, par exemple. Mais en classe de 5e, il n'y avait rien de tout ça. C'était pas au programme d'histoire, c'est question de déportation raciale, en fait, de génocide des Juifs, d'antisémitisme, etc. Mais absolument personne ne nous en parlait. Et c'était aussi une époque où la question des identités ne se posait pas. Je raconte à un moment du livre que très longtemps après, je me suis rappelé que j'étais sorti quand j'étais adolescent, avec une fille qui s'appelait Soraya. Et je me suis dit, elle devait être arabe et musulmane, en fait, d'une famille marabout. Mais à l'époque, je ne me suis absolument pas posé la question, parce que c'était des questions qui ne se posaient pas. On ne demandait pas aux gens s'ils étaient juifs, s'ils étaient chrétiens, s'ils étaient... À la limite, on demandait plus s'ils étaient à la CGT, s'ils étaient communistes. Mais en tout cas, dans le contexte dans lequel j'ai vécu, oui, c'est vrai que j'étais un peu plus... le fils du patron que le fils du manœuvre, ça c'était très clair. Mais en tout cas, on ne posait pas des questions concernant la religion. Même si tout le monde allait au catéchisme, y compris les enfants de communistes. Yael Pachet, de votre côté, donc, votre père était juif, votre mère était... elle était d'une tradition chrétienne, ma mère bretonne. Comme elle disait, elle croyait en l'homme. Voilà. Elle était, elle était bretonne de ses deux parents, donc il y a des curés dans la famille, etc. Mais comme dans toutes les familles bretonnes, en cherchant bien, étant donné qu'on a énormément de... Il y a des bonnes sœurs. Voilà. Bon, moi, j'ai pas de bonnes sœurs, j'ai des curés. Et donc ça m'a fait perdre le fil de ce que je voulais dire. Non, mais la question, c'est ce double héritage, cette double tradition, ou cette laïcité précisément de vos parents, le fait qu'il n'y avait pas de transmission. On allait aux fêtes familiales, aux grandes fêtes juives, Yom Kippour, etc., chez ma tante Hélène, maman de ma cousine Marine. On aimait beaucoup ça. C'était merveilleux. Moi, quand je passais dans une synagogue avec mon père, je trouvais ça merveilleux. Mais ça n'était pas... Je savais je repense à cette histoire de syndicat parce que mon père était à la CFDT et moi j'ai été à la CGT quand je suis rentrée à l'Opéra où je travaille, parce que la CGT était 1000 fois plus efficace que la CFDT, même s'ils étaient assez cons parfois, mais quand même c'était pas mal. Donc on n'était pas tout à fait au même endroit. Effectivement, c'est vrai qu'une fois qu'on a pensé à ça aussi en t'écoutant, c'est qu'une fois que ses parents, on n'a plus ses parents, donc il est trop tard pour se mettre autour d'une table et dire bon alors. Qui sommes-nous ? Quelle est notre religion ? Enfin, un certain nombre de questions qui vont se poser plus tard et trop tard. Alors, la grosse différence entre nos deux livres, c'est que moi, j'ai toujours mes deux parents. C'est-à-dire que je raconte des histoires les concernant, ce qui n'est pas toujours très simple, d'ailleurs, dans les relations familiales. Mais oui, c'est quand même une sacrée différence. Mais il y a une phrase, Gilles Rosier, qui revient à plusieurs reprises dans votre livre. Vous passez en conseil de discipline, ainsi que vos deux camarades, Pierre et Vincent. Donc votre mère est convoquée, et devant le conseil de discipline, elle va dire mais mon fils ne peut pas être
antisémite, puisque mon père est mort en déportation. Oui, c'est vraiment la phrase. S'il y a un souvenir qui est resté présent en permanence, c'est vraiment ce souvenir. C'est une phrase très forte parce que c'est en même temps interpeller une administration qui était sourde à quoi que ce soit, parce que ce conseil de discipline, ça avait quelque chose de très stalinien. En fait, c'était beaucoup mettre en accusation le fils du directeur par des profs communistes, hein, pour autant le dire. Et donc ma mère essayait de trouver des arguments pour leur dire mais c'est complètement ridicule. Et finalement, elle trouvait plutôt de bons arguments, mais en même temps, ce qui était très important dans cette phrase, c'est que ma mère, qui avait perdu ses parents quand elle avait 8 ans, ne nous a jamais dit à mon frère et à moi « vos grands-parents ». Elle disait « mes parents ». Et donc quand elle prononce cette phrase, quand elle dit « comment voulez-vous que mon fils soit antisémite alors que mon père est mort en déportation », eh ben, c'est une manière, sans doute inconsciente de sa part, de rétablir la généalogie. C'est-à-dire que moi, je savais que son père était mort en déportation, et je savais le lien familial que j'avais avec ma mère, mais j'étais incapable de dire que mon grand-père était mort en déportation. Le père de ma mère, j'étais incapable de dire que c'était mon grand-père. Et donc finalement, par cette phrase, elle rétablit la généalogie, ce qui est primordial. Yael Pachet, ce titre, le peuple de mon père, établit une forme de distance. Enfin, vous ne dites pas mon peuple, vous dites le peuple de mon père. Oui, vous avez une question sur le peuple de mon père, mais sur le titre en fait. Sur le titre, ouais. Pourquoi le titre? Ouais. Ce serait ça la question. Pourquoi ce titre? D'abord parce qu'il est beau et qu'on cherche à un moment donné. Quand je cherche un titre, c'est un moment très particulier où on est un peu dans un rapport un peu poétique avec les mots, enfin poétique, c'est pas le bon terme, un peu chamanique, je dirais plutôt. On cherche un mot qui a une vibration, qui a une intensité qui nous choque. Moi, j'aime bien même les titres dérangeants. C'est particulièrement intense autour d'un titre. Et c'était difficile à trouver parce que ce peuple de mon père, ça sonnait comme le château de ma mère. Bon, donc j'ai eu du mal à accéder à ça. Donc il y avait père, il y avait peuple, et à un moment donné, ça s'agence et ça sonne bizarrement. Et le sens à ce moment-là des mots échappe presque à ce que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Au fond, ce titre m'échappe. Il continue de m'échapper un peu. Mais excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Oui. Non, parce que vous semblez, enfin j'ai cru comprendre là-dessous que vous vouliez dire le peuple juif de mon père, mais moi je ne l'ai pas entendu comme ça, ce titre. Je l'ai entendu au sens de peuple, au sens général, c'est-à-dire l'entourage de mon père, tout ce qui a constitué mon père, que ce soit des juifs ou pas des juifs. Je ne sais pas si je me trompe, mais... Oui, c'est le peuple juif, évidemment. On peut pas dire que le peuple juif n'est pas interpellé par ce titre. Il réagit, il se sent visé, et il a raison de l'être. Et en même temps, pour aller un tout petit peu plus loin, c'est le rapport de mon père au peuple. Et c'est la façon dont lui qui bizarrement, enfin, ce qui est intéressant dans ce titre, qui me dépasse un peu et que je trouve amusant, c'est que mon père a toujours travaillé sur l'individu, l'individualité et l'intime, la conscience et l'individu. Et au fond, ça aurait pu aller vers un individualisme, surtout à notre époque. Mais il a toujours réfléchi à l'individu pris dans la foule. Il a réfléchi à la notion du quelconque. Il a réfléchi à ce qui fait que être soi n'est pas isolé des autres, n'est pas coupé des autres, est pris
est pris dans un rapport permanent avec une foule, un collectif. Donc c'était aussi ça que je voulais essayer de dégager mon père de ce qui nous encombre, c'est-à-dire tous les autres, tout ce dans quoi on est et dont on ne se sort pas, au fond, jamais, complètement. C'est absolument pas clair ce que je viens de dire. Si. Ouais, pour l'avoir un petit peu connu, votre père, j'ai été très surpris à la lecture de votre livre de découvrir quelqu'un que je n'avais pas perçu, enfin, dans sa relation au judaïsme, justement, puisque moi, quand les quelques fois où on s'est rencontrés, il m'a vu comme le directeur de la Maison de la Culture Yiddish, l'enseignant de Yiddish, etc., une sorte de juif professionnel, et je sentais une certaine prévention de sa part à l'égard de ça. Et j'étais à milieu de penser qu'il avait une érudition. Bon, après, j'ai lu ses livres, j'ai lu notamment Conversation à Jassy, etc. Mais aussi une érudition en termes bibliques, juifs, etc. Et à le voir, et notamment à voir cette espèce de distance qu'il avait l'air de souhaiter induire. J'avais l'impression que c'était vraiment l'intellectuel français d'origine juive polono-russe et qui justement n'avait aucune culture juive. Alors que ce n'était pas le cas. Il avait une sacrée culture juive. Oui, il connaissait très bien la Bible, effectivement. Ça résonnait spontanément avec tout ce qu'il voyait. D'ailleurs, il faut connaître la Bible parce que je trouve qu'il y a tout dans la Bible. Enfin, on peut. Mais alors justement, enfin, pourquoi, à votre avis, c'était quelque chose pas de caché, mais en tout cas dont il ne faisait pas état plus que ça, cette culture-là? Parce qu'il différenciait, je vais essayer de répondre simplement, mais l'individu et la conscience. Le roman de Gilles Rosier, qui est un roman et qui n'en est pas un, parle de quelque chose qui est... En ce moment, cette semaine, on entend beaucoup parler de Greta Thunberg. Je n'arrive pas à dire. Thunberg, oui, je ne sais pas pourquoi je dis Thunberg. Et donc des enfants, qu'est-ce que c'est que ces enfants tout d'un coup qui comprendraient mieux que les adultes le monde, et donc il y a toute une polémique là-dessus. Et je trouve que ce livre est très beau parce qu'il parle de la naissance d'une conscience. Donc il y a un individu, mais ça ne veut pas dire que sa conscience est déjà présente. Mon père disait que la conscience et l'individu, c'est pas tout à fait la même chose. La conscience n'est pas l'individu, mais elle n'est pas quelqu'un d'autre non plus. Donc voilà. Voilà, avec quoi il faut avancer. Mais enfin, c'est comme ça que j'ai lu c'est grâce à ça que j'ai compris, je pense, ce livre que tu as fait. Donc oui, donc sur la judéité ou le judaïsme, enfin sur l'identité juive, qui est un problème que nous n'allons pas régler ce soir. Il différenciait probablement aussi quelque chose de l'identité dont il parle tout à fait dans l'autobiographie de mon père. Il dit l'originalité, quand Simca parle dans ce livre que mon père a écrit donc à la place de mon père, il dit donc Simca écrirait qu'il a peur que ses enfants, donc Hélène et Pierre, oublient quelque chose qu'il appelle une originalité fondamentale de leur être, et qui est la judéité. Donc c'est l'identité. La conscience n'est pas légèrement décollée de ça. Je crois qu'il avait envie d'être légèrement décollé de l'identité, comme même du nom de famille sur lequel qui a été tout un truc. Il ne voulait pas. Il le dit dans le livre de Nicole Lapierre, changer de nom. Il dit un nom, il voit écrit Paché, a écrit ça, Paché pense que, il dit tiens, Paché, c'est moi et pas moi. C'est-à-dire il y avait un léger décollement pour lui entre le nom, et donc aussi bien entre le nom et la judéité que la conscience. Alors justement, cette histoire du nom est intéressante. Enfin, vous racontez dans le livre comment Apachevski devient progressivement Paché.
Oui, comme des milliers d'autres personnes qui ont francisé leur nom et qui ont décidé, et en plus ont décidé, donc c'est Simka Apachevski qui l'a décidé après la guerre, donc tout va bien, De Gaulle est là, Vichy c'est fini, à ce moment-là prend la décision de changer de nom. Décision qui est quasiment impossible à défaire dans l'autre sens. Je sais que là, il y a quelqu'un dans la salle, Rubinstein, qui essaye de... C'est impossible. C'est intéressant d'ailleurs comme histoire. On ne peut pas demander à la justice de défaire quelque chose qu'elle a fait au nom de la justice. Ça fait vriller quelque chose. Enfin, alors, vous évoquez la figure de votre grand-père, donc Simka. Gilles Rosier, la figure de votre grand-père maternel est également très importante, est très présente dans ce livre. À quel moment vous vous intéressez vraiment à l'histoire de ce grand-père, donc mort en 1942, déporté et mort en 1942 ? Alors, ça a commencé à me titiller à l'adolescence, je dirais à 15-16 ans peut-être. Et puis après, ça a été très progressif. D'abord, il a fallu que je me l'autorise, que je m'autorise à dire que c'était mon grand-père, et puis que je m'autorise à aller farfouiller, à essayer de le connaître. Et il y a eu un moment très important, c'est quand je suis allé, par presque un concours de circonstances, une amie, quand j'étais à l'ESSEC, une amie m'a proposé d'aller faire un stage ouvrier dans un kibbutz. Et je pense que je n'y serais pas allé si cette fille n'avait pas été d'une bonne famille catholique, bourgeoise, française, etc. Si ça avait été une amie juive, je ne suis pas sûr que je me le serais autorisé. Mais là, comme elle me le proposait et qu'elle avait tous les critères de francité catholique, je me suis dit, je peux le faire. Et une fois sur place, en l'occurrence, on était avec une autre personne de mon école et une de ses amies qui était aussi, le garçon était même d'une famille aristo, enfin des gens vraiment très, très catholiques. Une fois sur place, en fait, eux regardaient le kibbutz comme un élément étranger et avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et moi, je me suis senti, mais j'avais l'impression qu'il y avait un bout de bois même qui était dans ce kibbutz. Donc en fait, par comparaison à eux-mêmes, j'ai basculé de l'autre côté, quoi. Et je travaillais pour un monsieur dans les espaces verts du kibbutz qui s'appelait Moussa. Mon grand-père s'appelait Moïse, donc c'est le même prénom. Et tout à coup, petit à petit, cet homme parlait très peu. J'avais très peu la possibilité de parler avec lui puisque je connaissais pas l'hébreu, il connaissait pas le français ni l'anglais. Et donc lui me parlait en yiddish et je lui répondais en allemand. À l'époque, je connaissais pas le yiddish. Et de toute façon, il parlait pas beaucoup. Mais petit à petit, je l'ai identifié à mon grand-père. Tout à coup, je me suis dit, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Si mon grand-père n'avait pas choisi de venir en France et avait été sioniste, etc. Et cette démarche a commencé comme ça, mais surtout après, je me suis rendu compte combien tout ce qu'on racontait sur la guerre quand j'étais adolescent était totalement écrasé chronologiquement, c'est-à-dire, d'abord on disait qu'il était mort en déportation, maintenant je dis qu'il a été assassiné à Auschwitz, ce qui fait une immense différence, et puis surtout les chronologies. J'ai découvert que quand il est arrivé à Auschwitz, les chambres à gaz n'étaient pas encore en activité. Toutes ces choses-là dont on a pris conscience plus tard grâce aux travaux de Raoul Hilberg, de Annette Wiewiórka, etc. Au début, on ne savait strictement rien. Il est mort du typhus. Vraisemblablement. C'est ce qui est écrit sur sa fiche au camp d'Auschwitz, mais il y a aussi beaucoup de crises cardiaques. Donc, est-ce que c'est la vraie raison? Je ne sais pas. En tout cas, il est mort 3 semaines après son arrivée. Et il faut préciser aussi que vous aviez une tante, elle, qui est revenue de déportation et qui n'en parlait pas plus, au fond. Ou alors sur un mode étrangement anecdotique. Enfin... Oui, alors déjà, on me disait, ma mère disait, mon père a été déporté, ma sœur a été déportée, ma sœur est revenue. J'imaginais qu'ils avaient été déportés en même temps, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils ont été déportés à 2 ans de différence.
Et c'est-à-dire que quand ma tante est arrivée, mon grand-père était déjà mort depuis 2 ans. Il avait déjà été assassiné depuis 2 ans. Et ma tante, effectivement, bon, c'était une femme d'une vitalité extraordinaire, une femme que j'aimais beaucoup. Et quand elle en parlait avec ses copines de déportation, comme elle les appelait. C'est les 3 filles qu'elle avait rencontrées à Drancy, elles sont revenues toutes les 4. Mais elle se marrait, quoi. C'était toujours... Elle trouvait toujours le moyen de nous faire rire. Et ce qui était une illusion, parce qu'après sa mort, je suis allé visionner son témoignage devant les caméras de la fondation Steven Spielberg, tous les témoignages sont conservés au mémorial de la Shoah. Et pendant 1h30, j'ai regardé ma tante sur un écran dans la médiathèque du mémorial, en chialant toutes les 10 minutes à peu près. Et elle raconte une autre histoire. Moi, elle m'a dit, la plus grande humiliation de ma vie, c'est quand je suis arrivé à Auschwitz, on m'a donné une robe jaune et j'ai horreur du jaune. Et à l'intervieweur, elle a dit, quand je suis arrivé à Auschwitz, j'avais 17 ans, je me suis retrouvé nu devant 10 SS. Je n'avais jamais été nu devant un homme. Ça a été la plus grande humiliation de ma vie, la première humiliation de ma vie. Donc à son neveu, elle racontait pas la même histoire. Yaël Pachet, vous racontez dans le livre comment votre père est allé sur les traces de son grand-père à lui, grand-père qui est mort lors d'un pogrom en 1941. Et au fond, il a fait ce trajet, mais il n'a pas pu aller au bout, il n'a pas pu aller complètement sur les lieux. Oui, parce que si on regarde la carte entre la Roumanie et l'Ukraine, il y a quelque chose qui s'appelle la Moldavie. Et entre la Moldavie et l'Ukraine, il y a encore quelque chose qui s'appelle la Transnistrie. Et il est allé en Roumanie pour passer en Transnistrie, traverser la Moldavie, aller en Transnistrie. Au moment où il a fait ce voyage, c'était compliqué. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi il n'a pas été par l'autre côté, par l'Ukraine. C'est des questions que je me pose maintenant. Mais donc j'ai utilisé cette difficulté géographique dans laquelle il s'est lui-même placé pour en tirer des idées, des interprétations. Après, Mais est-ce que cette histoire, il en parlait volontiers avec vous ? Non, il écrivait des livres que moi je lisais, je pense que j'ai lu les livres de mon père au fur et à mesure. Donc j'ai dû le lire quand c'est sorti. C'est très difficile de savoir comment on en parlait. Est-ce qu'on en parlait vraiment ? Je ne peux même pas dire ça. Je ne sais même pas. Vous parlez aussi dans ce livre de votre grand-mère, alors qui elle venait de Lituanie. Et qui, à la fin de sa vie, elle a vécu plus longtemps que votre grand-père, et à la fin de sa vie, elle perdait la mémoire. Et vous racontez que votre père veut la mettre sous curatelle, et là il se rend compte qu'en fait elle n'a pas la nationalité française. Que c'est impossible de prouver qu'elle est française. Pour revenir sur ce livre Conversation à Yassi, je me souviens très bien de l'avoir lu quand c'est sorti, et de m'être tout de suite interrogée, dit que ce livre racontait sans le raconter, ce qui est déjà un concept bizarre, quelque chose de la mort du père de Simca, donc qui pour mon père était son grand-père. Alors même qu'il n'en parlait pas dans le livre, on ne pouvait pas ne pas y penser, donc lui-même y avait forcément pensé en écrivant ce livre. Donc je m'étais beaucoup interrogée en lisant ce livre. Je me suis dit, c'est bizarre, il parle de Yassi, de Malaparte, bon, c'est très bien, mais pourquoi au fond, tout ça, c'est lié à l'histoire de son grand-père, mais il reste en deçà, géographiquement, et en deçà
de cet aspect de l'histoire, quand l'histoire familiale, individuelle rencontre la grande histoire. Donc là, il trouve un autre épisode qui est pas très loin sur le plan géographique, qui est à la même époque, il en parle, et au fond, c'est une façon... Donc ça rentrait en résonance avec un récit non articulé, qui était le récit impossible à articuler, faute d'abord d'informations à propos de ce récit. C'est quand même difficile de raconter une histoire dont on ne sait rien, qui était donc le récit impossible de la mort de son grand-père, qui est resté en Transnistrie, enfin à Tiraspol, et puis qui est mort, on ne sait pas trop quand, comment, et tout ça. Comment, Gilles Rosier, avez-vous commencé à apprendre le yiddish et puis l'hébreu? Alors vous racontez une très belle histoire dans le livre, c'est que votre mère aimait bien aller dans un certain magasin parce qu'elle entendait, non pas pour acheter les choses qu'on y vendait, mais parce qu'elle entendait des chansons en yiddish. Donc ça, c'était peut-être votre premier contact avec cette langue? Elle entendait en fait la patronne avec la mère de la patronne derrière sur un petit tabouret qui parlait à sa fille en yiddish. Et elle allait dans ce magasin rien que pour pouvoir entendre ça. Alors non, mon premier contact avec le yiddish, ça a été parce que en fait, nous habitions dans la région grenobloise et ma famille maternelle habitait plutôt Paris et les environs. Mais c'est des gens qu'on voyait une fois par an quand on montait à Paris, 8 heures de train, enfin 8 heures de voiture ou 6 heures de train, enfin c'était une expédition, on venait une fois par an, ou quand eux descendaient sur la Côte d'Azur en été. Alors ça faisait contraste avec ma famille paternelle dans laquelle j'étais baigné, puisque c'était une famille grenobloise, parce que ma famille paternelle c'était une famille petite bourgeoise française, pas très rigolote, quoi. Enfin, c'est ce que la famille juive, qui pourtant avait énormément souffert, hein. Il y avait eu beaucoup de gens assassinés, cachés, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on connaît. C'était l'exagération permanente, enfin les éclats de rire, les hurlements, quand on offrait quelque chose, on offrait toujours trop, enfin l'excès. Et donc c'était la vie, curieusement. Et en fait, les oncles et tantes de ma mère lui parlaient en yiddish, et ma mère répondait souvent en français. Et comme j'avais fait de l'allemand à l'école, je chopais des choses. Mais mon vrai apprentissage de l'écrit, en fait, ça a été dans une scène que j'ai décrite dans un autre de mes livres. J'ai ouvert, en fait, un jour... un oncle de ma mère lui a dit « Tiens, il y a 2 livres qui étaient dans la bibliothèque de ton père que j'ai récupérés et que je t'ai jamais donnés. » J'avais 15-16 ans. Et ma mère a récupéré 2 livres qu'elle a mis tout en haut de la bibliothèque. Juste vraiment un truc inaccessible. Je les ai regardés pendant plusieurs années sans oser les toucher. Puis un jour, je suis monté sur une chaise, j'ai osé les prendre. C'était, si j'ai bon souvenir, Guerre et paix, traduit en yiddish, et la biographie de Romain Rolland par Stefan Zweig, traduit en yiddish. Et j'ai ouvert un des 2, et j'ai ouvert l'encyclopédie Larousse à la page alphabet hébraïque, et j'ai commencé à faire comme ça. Ça, c'est un hey, ça, c'est... Enfin, ça, je ne savais même pas le nom des lettres. Hein. Et puis, au bout de 2 heures, j'avais une phrase que je comprenais à peu près, à part les hébraïsmes, parce que je connaissais l'allemand. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le yiddish. Bon, évidemment, j'ai pris des cours après. Mais ça a été le premier moment d'apprentissage de yiddish, et de manière très clandestine, en fait. Oui, donc vous ne l'avez pas dit à votre mère? Non, c'était en cachette, oui. Est-ce que vous pensez qu'elle l'aurait mal pris ou... Une des copines de déportation de votre tante, quand elle apprend que vous apprenez le yiddish, elle vous dit « tu te jettes dans la gueule du loup ». Oui, alors effectivement, à un moment donné, elle m'a dit « tu avais le choix. Tu avais le choix de rester un bon petit goy et tu as envie d'être un petit juif, mais tu te jettes dans la gueule du loup. » Et qu'est-ce que je pouvais lui répondre? Elle avait passé 1 an à Auschwitz, elle savait de quoi elle parlait. Mais pour moi, c'était irrépressible, mais dans la culpabilité, parce que le chemin qu'on m'avait tracé n'était pas celui-ci. Donc c'était une révolte par rapport au chemin qui était tracé, hein, bien sûr. Ça a beaucoup dérangé ma famille quand j'ai affirmé que moi j'étais juif. Yael Paché, vous avez souhaité, à l'adolescence, je crois, apprendre l'hébreu?
Oui, mais j'ai essayé d'apprendre l'hébreu, comme j'ai essayé d'apprendre le russe, comme j'ai essayé d'apprendre, mais sans y arriver très très bien. Mais oui, un petit peu, j'en ai fait. Oui, j'en parle dans le livre, parce que évidemment, cette question de l'identité juive, donc je rappelle que nous ne réglerons pas ce soir, se pose et pour moi, elle se pose, c'est-à-dire c'est une question que je n'ai pas vraiment de réponse. Mais en général, j'ai pas de réponse aux questions identitaires, c'est-à-dire est-ce que je suis écrivain, est-ce que je suis hétérosexuel, est-ce que je suis, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut, toutes ces questions, enfin voilà, où on est là, on n'y est pas, on en fait partie, on en est ou on n'en est pas. C'est pour moi compliqué de répondre à ces questions-là. Donc elle reste ouverte. Alors, le principal, c'est d'apprendre quelque chose, même si, comme Gilles, on aime apprendre d'une manière un peu subversive dans le secret. Où, toutes les histoires sont bonnes si elles amènent à apprendre quelque chose. Donc l'identité, on en fait grand cas, c'est vrai, que de savoir qui on est au fond, comme s'il y avait une sorte un endroit vraiment au fond, là bien tassé, où là vraiment c'est bon, on est sûr d'être, je sais pas quoi. Moi je crois que je suis un peu comme mon père peut-être là-dessus. J'ai une distance pas décollée, on est collé à l'identité, on peut jamais s'en dépêtrer complètement. Mais vous écrivez cette phrase, mon père était sceptique devant les revendications identitaires lorsqu'elles réclament de l'appartenance sans véritablement exiger de soi-même l'effort de se porter à la hauteur de ce à quoi on veut appartenir. Oui, non, mais il était très agacé, mais c'est bien cette idée du juif professionnel. Il était agacé devant en général, oui, quand une identité se proclame sans que ça corresponde à, je sais pas quoi, à un effort, à une démarche. Mais c'est normal, enfin, qu'il ne l'est pas quelque part. C'est vrai. Ça me fait penser aux gens qui me reprochaient d'apprendre le yiddish, aux juifs qui me reprochaient d'apprendre le yiddish en disant tu perds ton temps. Apprends donc l'hébreu. Et à qui je répondais mais l'hébreu je le connais aussi, contrairement à vous. Mais Yael parlait de cette question d'identité en disant est-on obligé de se définir, etc. Moi c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu ce besoin de définition. J'ai jamais gommé le fait que j'avais un père non juif et j'ai tout à fait conscience que ça fait partie de moi, enfin, mais j'avais besoin de pouvoir dire je suis ceci, je suis cela, et de rester dans ce flou, c'était quelque chose qui m'était très difficile, à un certain nombre de points de vue, hein, pas seulement sur le judaïsme. Parce que justement, une des raisons pour lesquelles vous, adolescents, participez, même de très loin, à l'envoi de cette lettre, c'est la volonté d'appartenir à un groupe dont vous êtes exclu, plus ou moins. Oui, c'est-à-dire que je jouais à la poupée quand j'étais petit, donc j'étais toujours avec des filles, et puis arrivé à l'âge de 12 ans, je me suis dit, bon, voilà, il y a des garçons, peut-être est-ce qu'on a le droit d'être aussi avec eux, est-ce qu'on peut se faire accepter par ce groupe-là? Donc c'était effectivement un besoin d'être accepté par les garçons. Oui, la question, et puis tout simplement, je raconte aussi comment des fois, ma mère qui pensait pas du tout que ses fils pourraient être juifs un jour, d'ailleurs ça a très très bien marché avec mon frère et ça a complètement raté avec moi, en même temps, de temps en temps, dans la rue, à Grenoble, elle me poussait du coude en me disant, en me faisant un clin d'œil, en me disant, celui-là, il est bien de chez nous. C'est-à-dire qu'elle reconnaissait un juif et elle me disait, il est bien de chez nous. Elle disait pas, il est bien de chez moi. Donc le nous, c'était quoi? Je finissais par être complètement perdu. Où s'arrêtait le nous, où s'arrêtait le je? C'était sans doute pour ça que j'ai eu besoin de définition.
Yael Pachet, je le disais, votre mère est aussi également très, très présente dans ce livre. Elle est morte en 1999. Quelques mots peut-être sur cette mère et sur ce couple que formaient vos parents. Je crois que c'était difficile de parler d'un homme, fût-il mon père, sans parler de ma mère. C'est difficile de faire apparaître quelqu'un qui, au fond, est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il était regardé par une femme qui elle-même est devenue ce qu'elle est devenue, regardée par lui, c'est-à-dire leur identité, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est fixé ou pas, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Mais il y a une évolution de qui on est, et on n'existe pas pour soi, seul. Donc je ne pouvais pas parler de mon père sans montrer qu'il avait été regardé par une femme et qu'il avait lui-même regardé. Ce sont deux personnes qui se sont regardées quand même pendant un certain nombre d'années. Donc ça donne une perspective de regard, parce que c'est toujours le problème quand on fait le portrait de quelqu'un dans un texte. Enfin, moi j'ai quelques références en tête. Donc je montre mon père comment moi je le vois. La perspective, elle est comme ça, mais elle suffisait pas, parce qu'au fond, un enfant connaît ses parents, il les connaît pas du tout. C'est-à-dire, on en a une vision un petit peu limitée. Donc pour ouvrir ça, il fallait que je me déplace, que j'aille dans leur relation aussi, que je la réinvente pour pouvoir voir un peu plus. Il y avait une phrase qui m'avait frappé d'un peintre israélien qui s'appelle Yossel Bergner, et qui est le fils d'un écrivain yiddish, Melech Ravitch. Et je suis allé rencontrer Yossel Bergner parce que j'avais envie d'écrire sur son père, et lui m'a dit, vous savez, un père ne connaît jamais son fils, mais un fils connaît très bien son père. Et du coup, je suis pas d'accord avec vous, parce que j'étais assez d'accord avec lui. Je pense qu'on connaît mieux ses parents on connaît mieux nos parents que nos parents ne nous connaissent. En tout cas, je veux dire, mes références pour moi, pour faire un portrait, c'était La vraie vie de Sebastian Knight de Nabokov. C'était, j'ai repensé ce matin, Pierrot, mon ami, de Queneau. C'est-à-dire voir quelqu'un qui apparaît, qui disparaît, qu'on ne peut pas totalement cerner. Et du coup, qui crée une sorte d'objet du désir aussi. Mais c'est aussi parler de votre père et de vos parents avant votre naissance. Enfin, il y a des très belles pages sur les États-Unis au début du livre. Ça j'ai bien été obligée je ne le connais pas. Enfin, je l'ai inventé ou imaginé plutôt simplement. Et puis il y a un aspect important de la vie de vos parents, c'est leur engagement antitotalitaire. Enfin, ils étaient proches de Claude Lefort. Enfin, c'est une dimension oui, c'est une dimension conjugale. Voilà. À deux contre le totalitarisme, en couple contre ça. Oui, ils étaient. Mais il y avait beaucoup de lectures communes. Enfin, je suis frappée. Pour moi, c'était tellement naturel que certains auteurs, Raymond Queneau, par exemple, mes deux parents aimaient Raymond Queneau, donc nous, les enfants aussi, on lisait Raymond Queneau. Enfin, ça nous paraissait totalement naturel, ce partage de goût. Alors qu'en réalité, c'est insensé, quasiment, mais ils avaient des goûts communs, tout en étant extrêmement différents l'un de l'autre. C'est merveilleux, je ne peux pas vous dire plus que ça. Et votre père devient presque une autre personne, enfin, vous découvrez une autre personne après la mort de votre mère. Enfin... Oui, le deuil le deuil, enfin, on appelle ça le deuil de. Quand ma mère est décédée, mon père a été dans un état. Quand j'y repense, c'est que c'était complètement incroyable. C'est-à-dire qu'il était
extrêmement malheureux, complètement effondré. Je me souviens d'un jour où il m'avait dit qu'il voulait qu'on le mette dans une maison de retraite. Enfin, il était vraiment dans un état de décrépitude psychologique très très fort. C'était très impressionnant. C'était même très perturbant. Et puis tout d'un coup, il s'est réveillé, il s'est sauvé de ça. Mais sa plongée dans le malheur, dans le chagrin, a été très difficile à voir, à vivre, à accompagner. J'ai fait ce que j'ai pu. Je ne sais pas si j'ai été très, très bien. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était très difficile de le voir aussi malheureux. Donc, les gens qui l'ont connu après ne peuvent pas imaginer ça. Mais c'est toujours pareil, quand on est heureux, on ne s'imagine pas malheureux. Enfin, on oublie son propre malheur, même pour soi-même. On ne sait plus ce que c'est. Et quand on est malheureux, on n'imagine pas qu'on pourrait être à nouveau heureux. Gilles Rosier, vous avez mis en exergue un extrait du journal du voleur de Jean Genet. Qu'on sache donc que les faits furent ce que je l'ai dit, mais l'interprétation que j'en tire, c'est ce que je suis devenu. Ben en fait, c'est tout le jeu de ce roman, entre deux époques distantes de 40 ans. Et d'essayer, c'est aussi un peu ce qui est raconté au début du livre, qu'est-ce qui reste de cet enfant dans le quinquagénaire et quel est le dialogue que ces deux individus peuvent amorcer l'un avec l'autre. Au début du livre, l'enfant est décrit à la troisième personne, et puis à un moment donné, le je. Donc il y a un petit jeu entre il, je, lui c'est moi c'est lui, etc. Et c'est vraiment, oui, c'est un voyage vers le lointain pays de l'enfance, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'à la fois très intime, son enfance, et quelque chose de, quand on a plus de 50 ans, c'est quelque chose qui devient très lointain. Donc, et ça pose, pour revenir à votre première question, la question de la mémoire, de quoi est-ce qu'on se souvient, est-ce qu'on est sûr de ses souvenirs? Non, moi j'en suis absolument pas sûr. La preuve, c'est que... Oui, bien sûr. Et t'as de gens qui... en fait, j'ai reçu une lettre bouleversante de celle que j'appelle Pascal dans le livre, qui était ma grande amie d'enfance. Pascal qui passait devant le conseil de discipline alors qu'elle avait rien à voir avec la lettre antisémite, et elle me dit: mais tu m'as disculpé dans ton texte parce que moi j'étais persuadé que j'avais trempé dans cette histoire. C'est-à-dire qu'avec Pascal, on appelait les profs au téléphone, mais pour leur dire des bêtises, rien d'antisémite. Et elle me dit: j'avais fini par me persuader que j'avais dit des choses antisémites au téléphone, puisque j'étais passé en conseil de discipline, c'est donc que j'étais coupable. Et elle me dit: j'ai passé 40 ans à me dire que j'avais fait une grosse bêtise, et tu m'as disculpé dans ton roman. Ce qui est, voilà, comment est-ce que la mémoire peut se transformer, quoi. Mais vous terminez ce livre sur le mot pardon. Oui. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peut-être pour évacuer cette histoire, quoi. Il y a un moment donné où pour l'évacuer, il faut demander pardon. J'ai quand même fait une bêtise dans le sens où, oui, j'ai quand même participé à cette histoire. J'aurais pu, à un moment donné, je dis, quand Vincent et Pierre agitaient la lettre qu'ils allaient envoyer dans la cour de l'école, le mot était entouré de croix gammées. Les croix gammées, ça ressemble pas à des pâquerettes, donc j'ai bien dû les voir, ces croix gammées, et j'aurais pu arrêter leurs bras, quoi, comme Dieu arrête le bras d'Abraham qui veut faire le sacrifice d'Isaac. J'aurais pu arrêter leurs bras en disant: mais ne faites pas une bêtise pareille, je ne l'ai pas fait. Les autres camarades l'ont pas fait non plus, mais moi je l'ai pas fait. Or moi j'avais une mère juive. Yaël Pachet, vous terminez votre livre sur, au fond, la part qui échappe dans le portrait que vous faites de votre père. Il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qui échappe à l'écriture. Il y a des milliers de choses qui échappent à l'écriture et
qu'on ne peut pas saisir, ne serait-ce que lui-même, hein, que je cherche, puisque je ne cesse de rêver que je le rencontre dans la rue. Je lui dis, ah bon, mais la dernière fois que j'ai rêvé de mon père, donc je vais donner de ses nouvelles à ceux qui croient en moi, comme moi, dans les rêves, quand on rêve des morts. Donc la dernière fois que j'ai rêvé de lui, il était dans la rue, il allait à une conférence sur Roland Barthes. Et donc et donc là, je suis vraiment moi-même. C'est-à-dire, je me dis, je l'ai enfin trouvé. Enfin, ça fait quand même 3 ans qu'on le cherche. Donc je le rencontre par hasard. Et donc je pense qu'il va me suivre. Et non, il ne veut pas me suivre puisqu'il va à une conférence sur Roland Barthes avec une femme. Et je me suis réveillée. Et donc là, voilà. Voilà où ce qu'il est en train de trafiquer. Ça ne m'a pas échappé, vous voyez.